Donc, bonjour et bienvenue à cette 6e édition des capsules Crégès COVID-19 sur les enjeux sociaux du vieillissement dans ce contexte de pandémie. Je suis votre animatrice Mélanie Couture, chercheure d'établissement au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Dans cette capsule, nous allons nous pencher sur la question du rôle du gouvernement fédéral dans le domaine des soins de longue durée pour personnes aînées. Pour cette capsule Crégès COVID, nous recevons Daniel Belland, chercheur au Crégès, professeur en sciences politiques à l'Université McGill et aussi directeur de l'Institut d'études canadiennes de McGill. Il se joint à nous afin de nous parler de ses récents travaux publiés en collaboration avec Patrick Marier, directeur scientifique du Crégès. Bonjour Daniel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ma première question, elle va être quand même assez simple. Donc, je veux juste savoir, c'est quoi ton avis sur l'impact de la pandémie sur les soins de longue durée? D'abord, c'est clair que la pandémie a eu des effets ravageurs sur la population vivant en CHSLD. C'est le cas au Québec. Mais on a vu aussi une situation similaire dans d'autres provinces, notamment en Ontario. Toutes les provinces n'ont pas vécu le choc de la même façon, mais ça a été particulièrement difficile ici au Québec. Et on parle, au début de la crise, au mois d'avril, on parlait de 9 morts sur 10. Au début, c'était des personnes âgées vivant en CHSLD. Le pourcentage a baissé par la suite, mais il en reste pas moins que rapidement, dans l'esprit des gens, dans le débat public, la COVID et la situation dans les CHSLD sont devenus un peu synonymes. Et ça crée un débat, je pense, important sur la situation des soins de longue durée en général et aussi, évidemment, le niveau de préparation vraiment insuffisant avant la crise. Évidemment, une crise comme ça, ça révèle des problèmes qu'on connaissait déjà. Donc, ça met l'accent sur ça les révèle pas, en fait, c'est des problèmes qui existaient déjà, que les spécialistes du domaine, parfois même les journalistes, les politiciens connaissaient, mais on n'en parlait pas tellement ou pas autant qu'on en parle aujourd'hui, parce que la crise du COVID a vraiment je dirais, exacerber l'idée, puis amplifier vraiment l'idée qu'il y avait une crise dans les CHSLD puis dans les soins de longue durée plus généralement. Donc, c'est pas sorti de nulle part. C'est pas là, les gens qui connaissent bien le domaine des soins de longue durée au Québec et dans d'autres provinces canadiennes sont pas surpris par une partie de ce qu'on a discuté lors du début de la crise de la COVID, parce que c'était des problèmes dont on fait face depuis longtemps. Mais en même temps, il y a eu d'autres enjeux sanitaires qui étaient moins connus. Par exemple, le déplacement des employés, des préposés d'un CHSLD à l'autre. Il y a des choses qui étaient liées directement au contexte de la crise, mais aussi, quand on parle de la qualité des soins en général, des choses qui étaient déjà bien connues des experts dans le domaine et des praticiens aussi. Mais là, c'est comme si l'opinion publique là, est comme changée ou le spotlight a été mis là-dessus. Là. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'agenda politique. Donc, oui. Évidemment, de façon cyclique, ça revenait dans les médias, puis dans le discours politique, la question des soins de longue durée avant la COVID. Mais là, la COVID, compte tenu du nombre de morts et d'infections et envoyer même l'armée dans certaines provinces comme au Québec et en Ontario, ça a eu un effet tellement dramatique que les gens qui étaient peut-être pas autant préoccupés par ça qu'avant ou qui s'en occupaient pas, disons, qui n'y pensaient pas de façon continue, là, depuis des mois, on en parle. Et ça a forcé les décideurs politiques, autant dans les provinces qu'à Ottawa, à réfléchir sur des solutions possibles parce que oui, l'opinion publique, les différents acteurs dans le secteur sont vraiment non seulement sensibilisés, mais parfois aussi même outrés et fâchés par une situation vraiment désastreuse.
Alors, il y a des appels à la réforme qui sont faits entendre depuis des mois, tant dans les provinces qu'au fédéral. Oui, oui, tout à fait. Ben, je pense que le terrain avait déjà fait des appels peut-être au changement qui étaient plus ou moins entendus. Et là, maintenant, l'opinion publique et tout le monde semble appuyer de plus en plus vers ça. Puis là, ben là on parle du Québec, mais là, on est là aussi pour parler un peu du fédéral et du global. Donc, chaque province a sa propre version des soins de longue durée parce que c'est finalement une responsabilité provinciale. Mais là, c'est quoi le rôle du fédéral au niveau des soins de longue durée, ça avant la pandémie, puis peut-être plus depuis la pandémie aussi? Là? Bien, écoutez, les soins de longue durée là, sont considérés comme des services de santé complémentaires dans le cadre de la loi canadienne sur la santé. Donc, il n'y a pas de normes fédérales imposées aux provinces dans ce domaine-là, comme on l'a dans les soins de santé en général. Il y a 5 grandes normes fédérales dans la loi canadienne sur la santé. Mais les soins de longue durée ne sont pas inclus de façon centrale dans cette loi de la santé-là parce que c'est considéré comme des services complémentaires. Ceci étant dit, évidemment, l'argent que les provinces reçoivent à travers le transfert canadien en matière de santé, cet argent-là peut être utilisé pour les soins de longue durée. Mais on n'a pas de système de transfert. Donc, il y a des transferts fédéraux vraiment imposants à plus de 40 milliards de dollars par année qui sont envoyés aux provinces pour la santé. C'est le transfert canadien en matière de santé, mais il n'y a pas de volet particulier soins de longue durée ou il n'y a pas de transfert séparé pour les soins de longue durée. Okay. Et là, on parle en ce moment de la possibilité d'avoir un transfert séparé pour les soins. OK, c'est ça. Parce que j'allais dire, c'est la grosse enveloppe, puis on prend une partie, les provinces prennent la partie qu'ils veulent pour être en mesure de payer les soins de longue durée. Mais là, c'est ça là, le débat qu'on entend. C'est possibilité de peut-être avoir une enveloppe séparée pour les soins de longue durée. Là. Okay. On peut avoir une enveloppe séparée pour les soins de longue durée ou on pourrait bonifier simplement le transfert canadien sur la santé avec ou sans conditions spécifiques pour les fameuses normes nationales dont Justin Trudeau a parlé, là, qui est très controversé comme sujet, surtout au Québec. Donc, c'est l'idée qu'il faudrait évidemment plus d'argent du fédéral dans la santé en général, mais aussi de l'argent, plus d'argent d'Ottawa pour les soins de longue durée. La question de savoir est-ce que ça doit passer par la création d'un système parallèle, un transfert parallèle, ou ça se fait dans le cadre du transfert canadien sur la santé qui existe déjà, du transfert canadien en matière de santé qui existe déjà. Et puis, dans les deux cas, que ce soit une augmentation des transferts généraux sur la santé, puis les provinces décident ce qu'elles font avec, donc le transfert canadien qui existe déjà, ou un nouveau transfert. La question, c'est de savoir est-ce que Ottawa pourrait imposer ou négocier avec les provinces, en tout cas, on parle plus de négociation avec les provinces, l'addition de normes nationales ou de normes fédérales en échange d'argent supplémentaire pour les soins de longue durée. OK. Donc, oui, on va peut-être donner plus d'argent, mais peut-être qu'il y a des règles qui vont venir avec, plus spécifiques, alors que si c'est mis dans l'enveloppe plus globale, ben il n'y a pas nécessairement de règles qui vont venir avec. Ça dépend comment c'est négocié. Okay. C'est ça le problème, c'est que ce que le Justin Trudeau a dit, c'est très vague. Donc, au départ, au milieu de l'été, il avait dit oui, mais on pourrait donc placer les soins de longue durée sous l'égide de la loi canadienne sur la santé. Mais ça, ça veut dire aussi qu'il faudrait suivre il faudrait que les provinces suivent les 5 grands principes généraux de la loi canadienne sur la santé en matière de soins de longue durée, ce qui serait très problématique. Donc, ça serait difficile à faire. Et d'ailleurs, François Legault et d'autres politiciens provinciaux ont tout de suite critiqué Justin Trudeau après cette déclaration-là. Mais plus tard, dans le discours du trône, les libéraux sont revenus avec l'idée de normes nationales, donc de normes fédérales. Et ça serait vraiment, je pense, l'idée, ce serait de négocier avec les provinces en échange d'argent supplémentaire pour les soins de longue durée et la santé en général. Mais ça, évidemment, ça a créé beaucoup de bisbilles dans les provinces, surtout au Québec, mais il y a d'autres provinces aussi qui s'opposent à ça, comme l'Alberta. Donc, d'avoir des conditions, vraiment, c'est des conditions fédérales. Et donc, c'est sûr que François Legault ou Jason Kenney en Alberta ne sont pas vraiment
très ouverts à cette idée-là, mais il y a des premiers ministres dans d'autres provinces qui ont réagi de façon plus positive. C'est par exemple le cas de Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick, qui est pourtant un conservateur, progressiste conservateur, qui lui est ouvert à l'idée, mais ça varie d'une province à l'autre. Mais c'est sûr qu'il n'y a aucun consensus dans les provinces. Et il y a de l'opposition très claire de François Legault au sujet de l'imposition ou de même la négociation de normes fédérales en échange de plus d'argent d'Ottawa dans le secteur des soins de longue durée. Là, je vais aller un peu de technique, là, puis je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre, mais là, c'est parce que si on parle de changer la loi à santé et services sociaux pour inclure les soins de longue durée, donc il faut changer une loi versus développer des normes nationales. Donc, est-ce qu'au niveau faisabilité ou logistique, c'est le même niveau ou pas? Ou... Bien, ça dépend, oui. C'est sûr que si on amendait la loi fédérale sur la loi fédérale sur la santé, ça serait compliqué en ce moment de toute façon parce que on est dans un contexte de gouvernement minoritaire. Ah oui, et donc, il faudrait que les libéraux négocient au moins l'accord, l'appui du NPD. Mais je pense que ce serait en ce moment, dans le climat politique actuel, je pense qu'on parle plutôt un scénario plus logique serait la négociation d'entente. Ça pourrait être des ententes bilatérales entre Ottawa et chacune des provinces et territoires. Il ne faut pas oublier les territoires. Ouais. Ou alors une entente entre Ottawa et toutes les provinces. Mais là, les provinces ne s'entendent pas, comme d'habitude. Et puis, il y a des provinces, comme je l'ai dit, qui rejettent l'idée de normes fédérales. Et c'est le cas, évidemment, du Québec de François Legault. Donc, je pense que la question, c'est de savoir pourquoi Justin Trudeau parle de ça. Est-ce qu'il parle de normes nationales parce que les gens se préoccupent beaucoup de la situation dans les maisons pour les personnes âgées, dans les CHSLD, tout ça. Et donc, il veut montrer que vraiment, il se préoccupe de cette situation-là, même si c'est les provinces qui sont en charge. Et qui ne veut pas simplement donner plus d'argent aux provinces, mais exiger certaines normes pour ce qui est de l'accès ou de la qualité des soins, par exemple, en échange d'argent supplémentaire. Mais est-ce qu'il veut simplement parler de ça, mais en fait que plus tard, il va simplement donner plus d'argent aux provinces ou qu'il va avoir des accords bilatéraux. Certaines provinces, comme par exemple le Nouveau-Brunswick, pour accepter plus d'argent en échange de normes fédérales, mais d'autres provinces comme le Québec, elles auraient plus d'argent, mais sans normes fédérales. Mais dans ce cas-là, c'est plus des normes nationales, entre guillemets. Non. Puis ça s'applique dans certaines provinces et pas dans d'autres. Donc, en fait, c'est très vague ce que Justin Trudeau a dit, parce que, bon, déjà, le discours du trône, c'est vague en tant que tel. C'est même pas Justin Trudeau qui l'a lu, c'est la gouverneure générale. Mais ça reste une source, je pense, une source de controverse, en partie parce que c'est tellement vague. Mais je pense que Justin Trudeau n'a pas vraiment le choix de rester vague parce que dès qu'on se met à discuter des détails de ce que ça pourrait avoir l'air, ça va créer encore plus de conflits, encore plus de débats. OK. Puis c'est un gouvernement minoritaire. Oui. Mais tout le monde s'entend qu'il y a un problème par rapport au financement des soins de longue durée puis qu'il y a un problème par rapport aux qualité des services soins de longue durée. C'est ça qui ressort jusqu'à maintenant. Je pense que c'est clair. C'est clair qu'il y a un défi important. Dans certaines provinces, comme au Québec et en Ontario, je pense qu'on peut parler d'une crise ou enfin d'une situation vraiment très difficile, qui existait d'ailleurs avant la crise de la COVID, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la crise de la COVID a rendu ça encore plus évident et plus urgent aussi. Donc, je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Ottawa doit en faire davantage, doit donner davantage d'argent aux provinces. Et ce n'est pas seulement dans les soins de longue durée, c'est en général, parce que on parle de l'augmentation des soins de santé dans les provinces, ça c'est plus de 5 par année en moyenne. L'augmentation du transfert fédéral est moins élevée que ça en ce moment. Donc déjà, quand on parle de la santé en général, Ottawa devrait en faire davantage, je pense. Mais quand on parle des soins de longue durée, bien, les provinces ont encore plus besoin d'argent dans ce secteur-là qu'ailleurs. Donc, c'est sûr que je pense que c'est légitime de la part des provinces de demander plus d'argent. La question, c'est de savoir, en contrepartie, est-ce que c'est légitime pour Ottawa d'exiger quelque chose en échange de l'argent? Et ça, c'est une question politique. OK, fait que c'est ça les grands questionnements qui se promènent présentement, qu'on entend dans les médias, puis qu'il y a des réactions par rapport à ce que Justin Trudeau a dit. Mais moi, on s'entend sur la base, c'est déjà ça, qu'il y a un problème, il faut le régler. C'est plus par rapport au comment là, que c'est problématique et les enjeux de pouvoir et le contexte minoritaire, et etc., et que les provinces ne s'entendent pas. Fait que c'est à peu près ça, en gros, sur le comment, en tout cas.
Tout le monde veut de C'est pas l'argent. nouveau comme situation. Hein? Non. Déjà, là, la chicane sur les soins de santé, le financement des soins de santé, là, ça fait des années qu'on en parle. Hein? Depuis la création du système à la fin des années 60, début des années 70, jusqu'aux changements qui ont été apportés à la fin des années 70, où le fédéral a arrêté de payer la moitié des dépenses. Avant, c'était 50-50 au début du système. Hein? Mais là, évidemment, le poids du fédéral a beaucoup baissé en termes de financement de la santé. Il y a eu des points d'impôt qui ont été transférés aux provinces, mais en général, le fédéral en fait moins qu'il en faisait au début du système. Et donc, ça crée du ressentiment de la part des provinces parce que les coûts de santé continuent d'augmenter et le vieillissement de la population, qui est particulièrement important quand on parle des soins de longue durée, est un défi essentiel. Et donc, je pense que beaucoup les pressions sont très fortes sur Ottawa d'augmenter son rôle en matière de santé. Mais ce n'est pas un nouveau débat. On l'avait eu avec l'accord sur la santé quand Paul Martin était au pouvoir en 2004. On l'a eu sous les conservateurs de Stephen Harper, finalement, qui ont décidé d'adopter une approche unilatérale. Ensuite, les libéraux sont revenus au pouvoir en 2015 et là, ils ont négocié avec les provinces, mais on a eu des accords bilatéraux. Donc, il y a plusieurs façons de faire les choses. Grand accord avec les provinces de Paul Martin. Harper, c'est unilatéral, puis il a le droit, hein, en tant que premier ministre fédéral. On vous donne de l'argent, fermez votre gueule, c'est ça, c'est fini. Puis, mais ce n'était pas fini, évidemment, parce que les premiers ministres provinciaux se sont plaints. Puis l'approche de Trudeau récemment, c'était plus accords bilatéraux. Qu'est-ce qui va se passer au cours des prochains mois? C'est sûr que les provinces vont continuer à demander plus d'argent. Et c'est sûr que comme on est dans un contexte de gouvernement minoritaire, des élections fédérales peuvent se produire à n'importe quel moment. Oui, bien, c'est ça. Ça va faire partie de la prochaine campagne fédérale, ça. La santé, puis surtout l'argent pour les soins de longue durée. Donc, il faut s'y attendre. Et ça a un peu déplacé. Hein, durant la dernière campagne fédérale, la campagne de 2015, l'accent portait beaucoup sur le rôle du fédéral dans la question de l'assurance médicaments, des soins pharmaceutiques. C'est une question moins importante au Québec, dans certaines autres provinces aussi, mais dans la plupart des provinces, c'est un enjeu important parce que le système provincial est sous-développé. Mais là, ce qu'on a vu avec la crise de la COVID, c'est que c'est les soins de longue durée qui sont devenus l'enjeu le plus important dans le débat sur la santé. Donc, ça a été un changement en termes d'agenda politique et ça devrait rester comme ça pendant les mois à venir. Et donc, on va voir si ça va créer une opportunité, une occasion pour les premiers ministres provinciaux et Ottawa de s'entendre sur un nouveau système donc de transfert fédéral pour la santé, mais surtout dans le domaine des soins de longue durée. Ça, c'est tout un défi parce qu'on parle là, de dizaines de milliards de dollars par année en tout pour le transfert de la santé. Comme je l'ai dit, bien plus de 40 milliards de dollars. C'est le transfert fédéral le plus important et c'est pour ça que c'est aussi contesté parce qu'il y a tellement d'argent sur la table. Oui, bien, tout à fait. Puis ça ne s'en va pas, le COVID, donc ça risque de rester dans là. Voilà. Puis, bon, on parle de fédéralisme, donc on ne parle pas juste du Québec, il y a d'autres provinces aussi là-dedans. Est-ce qu'il y a des bons coups dans d'autres provinces qu'on pourrait peut-être imiter pour justement améliorer les choses COVID et post-COVID? Oui, quand on parle du fédéralisme, c'est sûr qu'on parle beaucoup de les relations intergouvernementales entre Ottawa et les provinces et territoires. Hein. Mais le fédéralisme, c'est aussi, aux États-Unis, on parle de laboratoire de la démocratie, c'est-à-dire qu'au niveau subétatique, donc dans les provinces, ou aux États-Unis, dans les États, les États fédérés, il y a des mesures différentes qui sont adoptées et ça permet il y a une diversité dans les systèmes de soins de longue durée à travers les différentes provinces. Donc, les provinces peuvent apprendre l'une de l'autre. On peut regarder les bons coups puis les mauvais coups aussi. Évidemment, on a vu que le Québec, c'est bon. On a des mauvais coups. On a fait, oui, ça ne s'est pas bien passé durant la COVID. Puis en général, il y a des gros problèmes dans notre système. C'est lié à des réformes de la santé précédentes. Dans ce cas, on ne peut pas dire que c'est le gouvernement Legault. C'est en partie, mais ça remonte à loin. Là, on peut aller aux réformes libérales, même remonter encore plus en arrière. Donc, écoutez, ça fait longtemps qu'on en parle de ces problèmes-là au Québec. Ça fait quelques décennies, au moins 20 ans, sinon plus. Donc, on peut regarder ce qui se fait dans les autres provinces. Mais là, il faut déjà voir qu'il y a des différences énormes.
ce qui fait que le transfert des connaissances est toujours limité. Par exemple, le rôle du secteur privé est très important en Ontario ou en Colombie-Britannique, mais beaucoup moins important au Québec. Donc, seulement moins de 20 des lits occupés par les personnes de 75 ans et plus se trouvent dans les CHSLD privés conventionnés. Donc, le Québec, un rôle moins important pour le privé. C'est pour ça qu'on peut parler au Québec de nationaliser les CHSLD. Il y en a qui en parlent. Nationaliser les CHSLD privés, alors que ça serait impensable en Ontario ou en Colombie-Britannique parce qu'il y en a trop. C'est trop important dans le système. C'est ce qu'on appelle la dépendance du sentier, c'est-à-dire que les politiques existantes créent des contraintes pour les décisions futures des acteurs politiques. Bon, si on regarde concrètement les provinces où on pourrait vraiment, les provinces qui pourraient nous inspirer au Québec, bien, c'est sûr que dans notre article, on parle du Nouveau-Brunswick, c'est une province voisine. Nous, au Québec, on aime beaucoup se comparer à l'Ontario. Hein? L'Ontario, la grosse province à côté, pendant longtemps, on a fait du rattrapage par rapport à l'Ontario sur le plan économique, sur le plan du niveau de vie. Donc, on sait beaucoup, on regarde beaucoup l'Ontario. C'est le grand frère ou la grande sœur. Et ils ont toujours un rapport un peu même dans la culture populaire, bon cop, bad cop. Là. Il y a un rapport un peu antagoniste entre le Québec et l'Ontario, mais on regarde beaucoup ce qui se fait en Ontario au Québec, mais on regarde moins ce qui se fait, par exemple, dans les provinces de l'Atlantique, où le défi du vieillissement démographique est très important. Hein? C'est un peu comme la situation qu'on voit en Gaspésie ou dans d'autres régions de l'Est de la province ici au Québec. Donc, on a une situation démographique qui est un vieillissement démographique vraiment accéléré. Et le Nouveau-Brunswick a adopté une structure qui permet, au niveau ministériel, au niveau administratif, qui semble mieux fonctionner que la structure au Québec. Donc, et on l'a vu durant la crise d'ailleurs, le Nouveau-Brunswick, comme les autres provinces de l'Atlantique d'ailleurs, relativement bien fait durant la COVID. Évidemment, on peut dire que c'est lié à l'isolement démographique. Il n'y a pas de très grandes villes comme l'équivalent de Montréal ou de Toronto là, dans les provinces de l'Atlantique. Les plus grosses villes comme Fredericton, ce serait une ville de taille moyenne au Québec là, ou en Ontario. Mais quand même, on a un système sur le plan administratif qui semble mieux fonctionner. Est-ce que c'est simplement lié au fait que c'est une plus petite province, c'est plus facile à contrôler? Ce qui est clair, c'est que quand on regarde les indicateurs de qualité, non seulement donc, ce qui s'est produit durant la COVID, mais on regarde les travaux de l'Association canadienne des soins et services à domicile, le Nouveau-Brunswick fait très bien. Et la question des soins à domicile, d'ailleurs, le Québec a beaucoup à apprendre de certaines autres provinces, mais en général, c'est un enjeu essentiel. Donc, au-delà des CHSLD et de l'institutionnalisation des personnes âgées, je pense que les soins de longue durée sont un enjeu majeur. Et quand on parle de l'argent pour le fédéral, ce serait une façon pour le fédéral aussi, pour peut-être, d'encourager ce développement-là. Évidemment, il y a des provinces qui s'opposeraient à l'idée d'avoir des conditions fédérales, mais de créer une enveloppe pour les soins de longue durée. Ça pourrait être une façon d'encourager leur développement parce qu'on sait qu'à long terme, les soins de longue durée, c'est pas à domicile. L'accompagnement à domicile, c'est pas évidemment une solution magique, mais ça coûte moins cher et souvent la qualité de vie des personnes âgées, lorsqu'elles peuvent rester à domicile, augmente. Alors, je pense qu'on peut s'inspirer de ce qu'il fait dans les autres provinces. On a mentionné dans notre article d'options politiques avec Patrick Marié, on a mentionné le Nouveau-Brunswick, mais dans d'autres secteurs, des soins de longue durée, par exemple les soins à domicile, on pourrait aussi s'inspirer d'autres provinces ou ce qui se fait dans les États américains. Et aussi, évidemment, ce qui se fait dans des pays en Europe. Mais bon, souvent, on nous dit, oui, le Québec, c'est pas la Suède, on peut pas faire dépenser autant que les pays scandinaves, mais on peut apprendre de ce qui se fait ailleurs, donc ailleurs au Canada, mais aussi à l'étranger. Et ça, c'est surtout quand on parle de soins de longue durée, on ne peut pas dire que là, au Québec, au Canada en général, on est vraiment à l'avant-garde. Là. On pourrait vraiment faire davantage et donc apprendre des autres, tirer des leçons, mais aussi les adapter à notre contexte. Parce que ce qui se fait en Suède ou ce qui se fait en Nouveau-Brunswick, on ne peut pas juste le copier comme ça parce que nos structures sont différentes. Il faut adapter.
Et ça prend du temps, mais je pense qu'il faut s'ouvrir et surtout qu'on se rend compte que notre système a vraiment des problèmes énormes. Il faut apprendre des autres et avoir des échanges aussi avec les gens dans les autres provinces. Et on le fait déjà au Canada. Il y a des plateformes pour des conférences. Il y a comme j'ai dit, l'Association canadienne des soins et services à domicile. Il y a des lieux de rencontres comme ça et on peut partager nos connaissances. Et les autres provinces peuvent aussi apprendre du Québec. Hein? Peuvent apprendre du Québec, de nos erreurs, mais aussi de nos bons coups. On fait des bonnes choses aussi. Donc, et si tout le monde peut apprendre l'un de l'autre, et je pense que ça doit se faire encore davantage ici au Canada. Et c'est possible. Mais si je comprends bien, donc, en tout cas, une des pistes de solution, c'est, bon, mais si on investit dans les soins à domicile, ça fait que les gens restent chez eux et n'ont pas besoin d'aller en hébergement. Donc, ça peut être une des pistes de solution. Ça serait quoi une autre piste de solution pour terminer que vous trouvez qui serait peut-être pas une mauvaise idée à mettre en place concrètement? Oui, il y a plusieurs solutions. Je pense que au niveau des structures en tant que telles, c'est sûr qu'on a fait, au Québec, on est des spécialistes à toujours réaménager les structures. Mais dans notre article, on parle quand même d'un enjeu qui concerne les structures dans le système de soins à longue durée, où on parle vraiment de la possibilité de ne plus maintenir les soins de longue durée presque exclusivement sous la gouverne des centres intégrés de santé et de services sociaux, là, les CI3S, CISSS, peu importe comment on les appelle. Les CIS. Les CIS, ça c'est les CIS, on parle des CIS, ouais. CISSS. Et donc, on avait parlé de cette possibilité-là peut-être de les enlever, de ne plus les placer sous la gouverne presque exclusive des CIS, parce que dans les CIS, en fait, l'accent porte beaucoup sur les hôpitaux, réduire l'engorgement dans les hôpitaux, et porte moins, traditionnellement, là, je ne parle pas durant la crise de la COVID, mais en général, porte moins sur les soins de longue durée. Donc, on pourrait leur donner leur propre une assise institutionnelle qui serait différente, une autonomie par rapport au CIS, qui pourrait peut-être aider vraiment à mettre l'accent vraiment sur ce qui est spécifique aux soins de longue durée, au CHSLD, et pas les voir être seulement en marge des hôpitaux. Les hôpitaux, c'est vraiment ce qui compte, puis les CHSLD, bon, c'est un peu secondaire. Il faut que ça soit vraiment central sur le plan institutionnel. Donc, leur propre structure de gestion, c'est ça que je retiens, voilà, séparé de ce qu'on a présentement. C'est pas une mauvaise idée peut-être à explorer davantage. Merci beaucoup, Daniel Belland, pour cette entrevue-là, super intéressante. Donc, si aussi vous souhaitez lire les articles en lien avec la discussion d'aujourd'hui, il va y avoir les liens vers les articles à la fin de la vidéo. Donc, j'invite les gens à réécouter cette capsule-là, d'aller voir les autres et d'attendre aussi d'aller voir les prochaines qu'on va faire sur le site web du CREGES. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.